Bonjour chers apprenants, bienvenue à École à domicile. Je suis M. Edouard Epunda, votre professeur de sciences physiques en terminale. Alors, notre leçon d'aujourd'hui va porter sur l'influence de l'énergie de liaison par nucléon sur la stabilité des noyaux atomiques. À la fin de la leçon portant sur l'influence de l'énergie de liaison par nucléon sur les noyaux atomiques, l'élève de terminale doit être capable de déterminer l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau et en déduire la stabilité. Alors, avant donc de continuer, nous allons réviser sur des notions notamment vues précédemment. Alors, cite les différentes séries spectrales de l'atome d'hydrogène. Donc, nous savons d'abord qu'une série de raies, c'est l'ensemble des radiations émises lors des transitions qui aboutissent à un même niveau d'énergie. C'est-à-dire que ces transitions quittent les niveaux les plus élevés, ils viennent s'arrêter à un seul niveau inférieur. Alors, si le niveau final, c'est 1, on appelle ça la série de Lyman. Donc, si n égale à 1, c'est la série de Lyman. Et cette série appartient au domaine de l'UV, domaine de l'ultraviolet pour le spectre. Et si ces radiations veulent s'arrêter au niveau n égale à 2, nous avons la série de Balmer. Et ces radiations appartiennent au domaine visible du spectre. Par contre, si ça s'arrête au niveau n égale à 3, nous avons la série de Paschen. Cette série appartient à l'infrarouge. Et si ça s'arrête au niveau n égale à 4, nous avons la série de Brackett. Cette série appartient également à l'infrarouge. De même, pour n égale à 5, si toutes ces radiations quittent donc les niveaux 6, 7 et jusqu'à l'infini, vont s'arrêter au niveau n égale à 5, nous avons la série de Pfund. Et également, cette série est dans le domaine de l'infrarouge. Alors, les conditions de l'atome. Quelles sont les conditions de l'atome? L'atome, vous voyez, est constitué de deux parties. Nous savons, il y a donc le noyau et les électrons qui gravitent autour du noyau. Et le noyau atomique est constitué des particules appelées nucléons. Donc, si on casse le noyau, on verra là-bas ce qu'on entend par les nucléons. Et que ces nucléons sont de deux types. Il y a des protons et les neutrons. C'est quoi les protons? Les protons sont des particules fondamentales de l'atome. En fait, c'est des particules du noyau, fondamentales du noyau, parce que ça se trouve dans le noyau de l'atome, qui sont porteurs d'électricité négative. Positive, pardon. Les protons portent la charge positive. Donc, la charge du proton, c'est plus E, c'est plus 1,6 10 exposant moins 19 coulombs. Et sa masse est environ 1,67 10 exposant moins 27 kg. Le neutron, c'est une particule du noyau qui est dépourvue de charge. Voilà pourquoi c'est neutron. Donc, pas de charge électrique. Et sa masse est voisine à celle du proton, donc environ 1,67 10 exposant moins 27 kg. Alors, l'électron, c'est une particule qui est en mouvement perpétuel autour du noyau de l'atome. Et l'ensemble des électrons contenus dans un atome est appelé son cortège électronique. Et que la trajectoire décrite par un électron autour de l'atome, cette trajectoire-là, en fait, elle n'est pas figée. On l'appelle une orbite, une orbitale. Orbitale, c'est-à-dire que c'est une région de l'espace où on peut trouver un électron, où on a la forte chance de rencontrer l'électron. Donc, ces trajectoires ne sont pas figées comme dans la théorie de Bohr qui parle des orbites. Et la charge de l'électron, c'est moins la charge, donc l'opposé de la charge du proton, c'est moins 1,6 10 exposant moins 19 coulombs. Et la masse d'un électron, c'est 9,1 10 exposant moins 31 kg. Alors, pour qu'un atome soit électriquement neutre, c'est-à-dire que la charge globale soit égale à 0, et donc une charge nulle, donc il faut qu'il y ait autant de protons que d'électrons. Donc, c'est ça qui explique que l'atome soit électriquement neutre. Parce qu'il contient autant de protons que de neutrons. Alors, le noyau. Nous avons dit que le noyau contient deux particules. Il y a les protons et les neutrons. Comment on va évaluer la masse du noyau? Donc, la masse d'un noyau. La masse du noyau. Masse du noyau. On dit que la masse du noyau. Excusez. Ce n'est que la somme de la masse de ces particules. Donc, M noyau égale à la masse des protons
plus la masse des neutrons. Or, il y a Z de protons dans le noyau. Donc, j'ai dit, bon, si je mets seulement M protons comme ça, M neutrons, c'est comme si c'est la masse totale des protons. Voilà, masse totale plus la masse totale des neutrons. Or, dans un atome, il y a Z de protons. Donc, nous aurons Z fois la masse du proton plus la masse des neutrons. C'est N, mais N égale à A moins Z. On veut dire A moins Z fois la masse du neutron. Parce qu'on sait que A s'écrit Z plus N. Voilà. Donc N, au lieu de mettre N protons, on peut y remplacer par A moins Z. Donc la masse du noyau peut s'écrire de cette manière. Z masse du proton plus A moins Z, la masse des neutrons. Avec A moins Z égale à N. N égale à A moins Z. Et donc, si nous connaissons la masse du noyau, on peut trouver la masse de l'atome parce qu'on a dit que dans un noyau, et dans un atome, il y a deux parties, il y a le noyau et les électrons. Donc, pour l'atome, la masse de l'atome sera masse atomique égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. La masse totale, bon, il y a combien d'électrons? Il y en a Z. Donc, je dirais plus Z fois la masse des électrons. Et si je remplace donc la masse atomique serait égale Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron plus Z fois la masse des électrons. Voilà, parce qu'il y a Z d'électrons et Z de protons dans un noyau. Alors, ça c'est d'une manière générale. Mais on verra que la masse de l'électron est très négligeable. Donc, lors du calcul de la masse d'un noyau, d'un atome, on peut négliger ces électrons parce que l'électron a une masse très très négligeable devant celle des protons ou des neutrons. Alors, nous savons donc la masse d'un atome ou d'un noyau peut être exprimée en une unité dite unité de masse atomique, notée U. Et que cette unité, c'est quoi? L'unité de masse atomique U, c'est le 12e de la masse de l'isotope 12 du carbone 12. Donc, l'unité de masse atomique s'écrit donc 1U égale à 1 sur 12, on dit 1 le 12e. Multiplié par la masse de carbone 12, ça sera 12. Comme c'est il faut ramener en kilogramme, 12 grammes, en kilogramme c'est 10 exposants moins 3 divisé par le nombre d'Avogadro. Voilà l'unité de masse atomique. Et il suffit de calculer sa valeur, puisque nous connaissons la valeur de N, 6,62. Si on remplace ici, donc 1U serait égal à 1,66, 10 exposants moins 27 kg. Pourquoi? Parce que le nombre d'Avogadro N est égal à 6,02 environ, 10 exposants 23 par mol. Voilà. Donc, l'unité de masse atomique, c'est l'unité pratique pour les noyaux et pour les masses des noyaux et les masses atomiques. Alors, l'énergie, donc la relation entre la masse et l'énergie. Donc, l'énergie est liée donc à la masse du noyau par la relation, donc la relation entre la masse et l'énergie s'écrit E. Je vais nettoyer d'abord le tableau. Donc, si la masse est animée d'une vitesse, elle génère de l'énergie. Donc la masse et l'énergie ici sont liées par la relation. Donc c'est la relation d'Albert Einstein, la relation masse-énergie. Donc l'énergie est égale à M0 C carré. Ici, C est égal à quoi? 3, 10 exposants, 8 mètres par seconde. Ça veut dire que c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. On dit qu'il y a aussi la correspondance entre l'unité de masse atomique et l'unité d'énergie, donc mc carré. Ça veut dire que si j'écris, puisqu'on a dit que la masse de l'atome, on va l'exprimer en U, donc si je peux l'exprimer, donc je vais avoir E0. Si j'écris E0, je remplace égal à ici UC carré. Or, U c'est quoi? 1,66, 10 exposants, moins 27. C carré, donc 3, 10 exposants 8 au carré. Voilà. Donc, je trouve que E0, si vous effectuez ce calcul, donc tel que j'ai repassé avec les données numériques, vous trouvez que E0
égale à 1,491. 1,491, 10 exposant moins 10 joules. Voilà, joule c'est J majuscule. Ça c'est en joule. Parce que vous voyez que la masse multipliée par la vitesse au carré, c'est une énergie. Comme l'énergie cinétique, c'est 1 demi fois masse sur la vitesse au carré. Maintenant, si j'essaie de diviser donc cette valeur par E, voilà, donc je dis cette valeur que j'ai est 0 divisé par E, donc j'aurai 1,491, 10 exposant moins 10, divisé par E, qui est 1,6, 10 exposant moins 19, tout environ égal à 931,5. 931, excusez, c'est donc 931,5 fois 10 exposant, 931,5 fois 10 exposant 6. 6. Ici, comme j'ai divisé par E, donc ce sera sur E, hein, par rapport à la valeur de E que je viens d'utiliser, sur E. Alors, c'est que ça sera électron-volt. Hein, électron-volt parce que j'ai, enfin, il y a une relation qui va lier donc les volts, hein, c'est-à-dire que les électron-volts et les méga-électron-volts. Et puis l'électron-volt et le joule, voilà, j'ai lu ça. Donc joule, électron-volt. Donc ici, ça fait 10,6 électron-volts. EV, on appelle ça EV. Mais si je vais aller en MEV, je sais que 1 méga, hein, 1 méga, or 1 méga électron-volt égale à 10 exposant 6 électron-volts. Donc je peux écrire simplement que l'énergie là que j'ai obtenue, c'est simplement 9,31,5 MeV. Voilà, méga électron-volt. Je repasse cette partie-là par MeV. Voilà donc l'unité de l'énergie. Donc E0 c'est 931,5 méga électron-volt. Alors, donc, si on divise C carré par C carré, ce que je viens d'obtenir, c'est-à-dire que c'est comme si je vais avoir E0 hein, sur C carré, puisque j'avais, vous voyez que E0 égale à UC carré. Mais si je divise par C carré, donc c'est égal à U. Voilà. Donc, vous voyez que E0 sur C carré, c'est U. Donc, un U, c'est quoi? Puisque ce que j'ai fait ici, là, ce que je viens d'obtenir, là. Donc, c'est pas mu, hein, c'est U. Alors, donc, si E0 sur C carré, donc ça veut dire que l'électron ici j'ai dit F, donc on aura U, là on aura U, et U égale à 931,5 MeV, parce que l'électron ici c'est en MeV par C carré. Ah, bon, je peux mettre comme ça, divisé par C carré. Voilà. Donc, un U vaut 931,5 MeV par C carré. C'est la relation masse-énergie. Donc, on peut convertir les masses là en énergie comme ça. MeV par C carré. Donc, voilà comment aller donc des énergies, la relation entre la masse et l'énergie. Donc, la convergence des unités entre l'unité de masse atomique et l'unité de cette énergie ici, MeV par C carré. Donc, on peut estimer ça en U. Lorsque nous avons le U, on peut remplacer la place de U par 931,5 MeV par C carré. Nous passons donc à l'élément chimique. C'est quoi un élément chimique? On appelle l'élément chimique simplement l'ensemble des atomes qui ont le même numéro atomique Z. Donc l'ensemble des atomes, par exemple, pour lesquels Z égale à 6, constitue l'élément carbone. Et on appellera nucléide l'ensemble des noyaux ayant les mêmes valeurs de Z et de A, c'est-à-dire que le numéro atomique et le nombre de masse A. Tous les noyaux, par exemple AZ, se constituent les nucléides de cet élément, hein, de l'élément. Le défaut de masse, c'est quoi par définition? Défaut de masse, notez delta M, nous allons exprimer ça. Le défaut de masse, c'est simplement la différence entre la masse des nucléons et la masse du noyau. Donc, nous devons retenir que la masse d'un noyau est toujours inférieure à celle des nucléons qui le composent. Donc, le défaut de masse sera donné par
c'est delta M, comme on le note. Donc ce défaut de masse-là, delta M, c'est égal à Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse du noyau. Voilà. Donc, la masse du noyau, delta M est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que la masse d'un noyau est toujours inférieure à celle des nucléons qui le composent. Et la masse du noyau, l'énergie de liaison, c'est par définition l'énergie minimale qu'il faut fournir à un noyau pour séparer ces nucléons, pour séparer les nucléons qui le constituent. Donc, pour les séparer, on sait nucléons. Et ces nucléons sont obtenus au repos. Donc, l'énergie de liaison, c'est simplement l'énergie de liaison, c'est le défaut de masse fois C carré. Et si nous remplaçons que le défaut de masse, c'est Z fois la masse du proton, plus A moins Z fois la masse du neutron, moins la masse X au carré, l'élément. Pardon. C'est X fois C carré. C'est ça l'énergie de liaison. Voilà. Et l'énergie, l'unité, donc, ça peut être en joules ou en MeV. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, c'est quoi? Si nous considérons l'énergie de tous l'énergie de liaison, ici c'est pour tout le noyau, mais l'énergie de liaison par nucléon, c'est par définition l'énergie nécessaire à chaque nucléon pour provoquer la rupture du noyau. L'énergie qu'il faut fournir à chaque nucléon. Donc, il suffit de diviser l'énergie de liaison, énergie de liaison par nucléon. Voilà, ça va s'écrire. Donc, C et L sur A. Ce n'est que la formule que nous avons, donc nous aurons Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse du noyau fois C carré, le tout divisé par A. Et c'est l'énergie de liaison par nucléon qui permet de rendre compte de la stabilité des noyaux. Par contre, l'énergie de liaison ne nous permettra pas de savoir si un noyau est stable ou pas, ou de comparer la stabilité des noyaux. Chers apprenants, notre leçon portant sur l'influence de l'énergie de liaison par nucléon sur la stabilité des noyaux aujourd'hui est terminée. Au revoir et à la prochaine.